Dans les entrailles des palais dorés de la monarchie française, bien en dessous des salons où dansaient les ombres du pouvoir, se trouvait un lieu que nul ne visitait sans ordre du roi. Un endroit de pierre froide, de chêne rouillé et de silence absolu. Et là, dans ce silence, vivait un garçon. Il n'avait pas de nom. Ou du moins, il ne lui était pas permis d'en avoir. Aucun document ne le désignait. Aucune voix ne l'appelait. Les rares gardes autorisés à s'approcher de sa cellule étaient eux-mêmes tenus au secret, jurant sur leur vie de ne jamais parler du prisonnier. Car ce garçon jeune, silencieux, enfermé, était plus dangereux que 1000 soldats. Pas par ses actes, mais par ce qu'il représentait. Sur son visage, un masque de fer. Pas un masque de cérémonie, ni même une armure de parade. Non, un véritable étau de métal, sculpté pour dissimuler entièrement ses traits. Pour que nul, jamais, ne voie l'enfant qu'il fut. Pour que son humanité soit effacée jusque dans le regard. Pourquoi un tel sort? Pourquoi tant d'efforts pour cacher un seul être? Était-il frère jumeau du roi Louis XIV, fruit d'un adultère royal, ou simple enfant au mauvais endroit, au mauvais moment? L'histoire hésite. Les archives sont muettes. Mais ce que l'on sait, c'est ceci. Ce garçon a grandi dans l'oubli, entouré de murs plus froids que la mort, avec pour seule compagne la rouille de ses chaînes. Il ne fut ni jugé, ni accusé publiquement. Son seul crime fut d'exister. D'avoir un visage que certains craignaient plus que n'importe quelle arme. Le pouvoir absolu ne craint pas le tumulte. Il craint le doute. Et ce garçon en était l'incarnation. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une fiction. C'est le récit glaçant d'un enfant effacé du monde, non par la mort, mais par le silence. Et derrière ce masque de fer, ce n'était pas un monstre. C'était un garçon. Un être humain. Et son histoire, bien que réduite au silence, résonne encore aujourd'hui comme un avertissement pour tous ceux qui croient que le pouvoir peut effacer une vie sans conséquence. Il est des naissances que l'on célèbre, d'autres que l'on redoute. Et puis il y a celles que l'on efface. Celles que l'on tait, que l'on enterre sous des siècles de silence. Lui, on ne l'a jamais déclaré. Aucun registre paroissial, aucun acte de baptême, aucun nom inscrit à l'encre des hommes. Sa venue au monde fut un secret. Sa filiation, un danger. Son existence même, une menace. Il n'était pas un criminel. Il n'avait commis aucun acte répréhensible. Pourtant, il fut arraché à l'enfance, enchaîné à l'obscurité, et enfermé avant même de comprendre le mot liberté. Son premier cachot se trouvait à Pignerol, une forteresse militaire perdue dans les montagnes, où le vent hurlait plus fort que les prisonniers. Là, il grandit entre les pierres humides et les ordres murmurés. On ne lui parlait pas. On ne l'appelait pas. On ne le regardait pas. Ce garçon, sans crime, sans voix, portait un masque. De fer. Solidement fixé à son visage, jour et nuit. Pas pour se protéger, mais pour disparaître. Plus tard, on le transféra à la Bastille, cette tour noire au cœur de Paris, symbole du pouvoir absolu et de ses abus les plus sinistres. Là aussi, il resta caché. Toujours masqué. Toujours muet. Les rares geôliers autorisés à l'approcher ne connaissaient pas son identité. Ils savaient seulement ceci. Le silence était absolu. Le secret, sacré. Et le masque, inviolable. Qui était-il vraiment? Un frère jumeau du roi? Le fruit d'une liaison interdite entre une dame et un noble trop ambitieux? Ou simplement une pièce gênante dans le puzzle royal que Louis XIV cherchait à contrôler? Les historiens spéculent. Les romanciers inventent. Mais derrière les théories et les fantasmes, une réalité demeure. Celle d'un garçon sans nom, sans enfance, sans avenir. L'histoire l'a baptisé l'homme au masque de fer. Mais avant d'être une légende, il fut un enfant. Un enfant privé d'identité. Un enfant que le pouvoir décida de faire taire à jamais. Et peut-être que le plus terrible n'est pas ce qu'il a vécu, mais ce que nous avons oublié. Ce n'était pas un masque de théâtre, ni un accessoire de carnaval. Ce n'était pas non plus une armure de chevalier destinée à protéger. Non, le masque de fer était une arme. Pas contre les ennemis du royaume, mais contre l'existence d'un seul être humain. Fait d'un métal épais, forgé sur mesure, ajusté au millimètre près, le masque recouvrait tout. Le front, les joues, le nez, le menton. Seules deux ouvertures minces laissaient passer un souffle, une lumière. Et même ces fentes n'étaient pas faites pour voir, mais pour survivre. On dit qu'il ne pouvait pas l'enlever lui-même. Que le masque était cadenassé derrière sa tête, comme une prison dans la prison. Imagine.
Porteur ce poids jour et nuit. Manger à travers, respirer avec difficulté, dormir avec ce froid qui colle à la peau, et ce silence qui colle à l'âme. Le métal n'était pas qu'un blindage. C'était une sentorse. Une manière brutale de dire « tu n'existes plus ». Cacher un visage, c'est nier une identité. L'enfermer dans du fer, c'est dire que cette identité est une menace. Mais menace pour qui? Pourquoi? Le roi Louis XIV savait que certaines vérités pouvaient fissurer même les trônes les plus solides. Ce masque n'était donc pas qu'un supplice individuel. Il était un dispositif d'État, une stratégie de silence. Une machine à effacer. Aucune image, aucune description ne fut autorisée. Aucun nom ne fut inscrit. Seuls quelques écrits codés, quelques lettres cryptées entre ministres et geôliers parlent de l'homme au masque. Jamais le garçon. Jamais le prisonnier. Et surtout, jamais son prénom. Ce masque n'avait pas pour but de punir un acte, mais de prévenir un souvenir. De faire en sorte qu'il ne reste rien. Pas de visage. Pas de voix. Pas de nom. Juste un symbole. Un avertissement. Le pouvoir absolu n'a pas besoin de bourreau visible. Il lui suffit de faire disparaître. Et le masque de fer fut son outil le plus parfait. Non pour tuer, mais pour faire oublier qu'il y avait une vie derrière le métal. Louis XIV, le roi Soleil, l'homme qui se tenait au centre de l'univers politique français, brillait d'une autorité presque divine. Il dansait entre les miroirs de Versailles, vêtu d'or et de velours, entouré de musiciens, d'artistes, de nobles prosternés. Mais derrière les rideaux brodés, il y avait des ombres. Et dans ces ombres, des secrets. Et dans ces secrets, un garçon masqué. Car rien ne révèle davantage la fragilité d'un roi que ce qu'il choisit de cacher. Ce garçon enfermé, effacé, scellé sous du fer, incarnait une peur que Louis ne pouvait affronter à visage découvert. Une peur d'origine inconnue, mais suffisamment puissante pour justifier l'inimaginable. Le royaume du roi Soleil ne tolérait pas la dissidence, pas l'ambiguïté, encore moins le doute. Et quand une vie devenait une énigme politique, elle cessait d'être une vie. Elle devenait un problème d'État. C'est ainsi que naquit la machine royale du silence. Les prisons comme la Bastille ou le fort de Pignerol n'étaient pas de simples lieux de détention. Elles étaient des outils. Des rouages précis dans une mécanique de contrôle. On y enfermait les voix trop fortes, les vérités trop dérangeantes, les visages trop risqués. Et on y scellait les mystères que le roi ne voulait pas voir éclater. Le masque de fer n'était donc pas qu'une punition personnelle. C'était le symbole parfait d'une monarchie obsédée par l'apparence, la stabilité, la soumission. La cruauté, ici, se faisait discrète. Elle ne hurlait pas. Elle murmurait sous forme de raison d'État. Car dans le royaume de Louis XIV, tout était théâtre. Et comme dans toute grande pièce, certains personnages devaient disparaître pour que l'histoire avance sans accroc. Le garçon au masque de fer n'était pas seulement un prisonnier. Il était un fantôme fabriqué, un être rendu invisible, un avertissement silencieux à quiconque oserait troubler l'ordre sacré du pouvoir royal. On dit que le roi Soleil n'avait peur de rien. Mais ce garçon, enfermé dans l'obscurité, prouve le contraire. Car parfois, le plus grand danger pour un roi, ce n'est pas l'épée levée, c'est le miroir brisé. Il ne vivait pas. Il attendait. Sans savoir quoi. Sans savoir depuis quand. Dans sa cellule de pierre, entre quatre murs aussi muets que lui, le garçon au masque de fer existait en dehors du temps. Chaque jour était une copie du précédent. Chaque nuit, une descente lente dans un silence sans fond. Il mangeait seul, à heure fixe, ce que les gardes glissaient dans sa cellule sans un mot. Il dormait seul, sur une paillasse trop courte, trop dure, sans drap ni chaleur humaine. Et surtout, il ne parlait pas. Pas par choix. Par ordre. On lui avait interdit d'adresser la parole à quiconque. Même ses geôliers, eux-mêmes jurés au silence, n'osaient pas le regarder en face. Car sous le masque, il y avait un interdit. Un secret. Un danger. Il était l'homme que personne ne devait connaître. Un fantôme vivant. Ses mouvements étaient surveillés, ses gestes notés. Il ne pouvait ni écrire, ni lire, ni prier librement. Il n'avait aucun objet personnel, aucun miroir, aucun livre, aucun papier. Pas même une fenêtre. Le jour et la nuit se confondaient dans sa cellule comme dans son esprit. Le temps n'existait plus. Seulement la répétition. L'effacement. Il ne recevait ni lettres, ni visites. Aucune voix familière, aucun regard bienveillant. Rien pour lui rappeler qu'il avait été un enfant. Rien pour lui promettre qu'il serait un homme.
Chaque pas qu'il faisait résonnait dans un vide plus grand que les murs. Car au fond, il n'était pas un prisonnier. Il était une absence organisée. Un corps présent, mais une vie suspendue. Et quand un être humain cesse de parler, cesse d'être vu, cesse d'être nommé, que reste-t-il de lui? Une silhouette. Un souffle. Un masque. Le plus grand pouvoir du silence, c'est qu'il fait oublier que quelqu'un souffre derrière. Et l'homme au masque de fer, lui, souffrait chaque jour. Mais dans un monde où personne n'écoute, la douleur ne fait pas de bruit. Elle devient une habitude. Plus les siècles ont passé, plus le silence autour de l'homme au masque de fer est devenu insupportable. Et face au vide, l'imagination a pris le relais. On a dit qu'il était le frère jumeau de Louis XIV, né quelques minutes après le roi, dissimulé pour éviter un conflit de succession. On a dit qu'il était le fils caché d'un grand seigneur, né d'une liaison interdite, porteur d'un sang trop pur pour être libre. D'autres encore ont prétendu qu'il était un noble trahi, un ministre déchu, ou un espion ayant découvert un secret trop grand pour être divulgué. Les écrivains s'en sont emparés. Les historiens ont spéculé. Les cinéastes ont brodé. Voltaire lui-même en a fait un symbole de l'absolutisme royal, une métaphore vivante du pouvoir qui préfère détruire que d'avouer. Et pourtant, dans ce vacarme de l'histoire, une vérité simple se perd. Peu importe qui il était. Peu importe son sang, son nom, son rang. Ce qui glace, ce qui dérange, ce qui doit être retenu, c'est ceci. Un enfant a été effacé, non par la mort, mais par l'oubli. On a inventé 1000 récits pour justifier l'injustifiable. Pour rendre son sort compréhensible, logique, nécessaire. Mais ce besoin d'explication, ce besoin de mythe, cache une peur plus profonde. Celle de reconnaître que l'État, que le pouvoir, que des hommes, ont pu volontairement effacer une vie pour préserver une image. Le masque n'était pas là pour cacher un roi. Il était là pour cacher un crime. Et ce crime, ce n'était pas d'avoir comploté, ni trahi. C'était d'avoir existé au mauvais moment, dans le mauvais sang, avec le mauvais secret. Le vacarme des théories n'a jamais servi la vérité. Il a simplement adouci l'horreur. Mais la véritable légende, celle qu'on refuse d'entendre, est bien plus terrible que toutes les fictions. Un enfant fut arraché à la vie publique, privé d'identité, enterré dans le silence. Et personne n'a crié. Il avait survécu à l'oubli, au silence, au fer. Mais il ne survécut pas au temps. Après des décennies d'enfermement, de solitude, de silence forcé, l'homme au masque de fer mourut comme il avait vécu, dans l'ombre. Pas de dernière confession. Pas de regard d'adieu. Pas même une main pour fermer ses paupières, si tant est qu'on lui ait jamais retiré ce masque. Il est mort seul, dans sa cellule. Et il fut enterré à la hâte, dans un petit cimetière parisien. Pas de pierre tombale, pas de croix, pas de nom gravé. Seulement un faux nom. Marchielli. Une identité inventée, posée comme un couvercle sur sa vie. Comme si même sa mort devait rester un secret. Les archives royales furent expurgées, modifiées ou détruites. Les documents relatifs à sa détention se dispersèrent dans des rapports codés, des lettres incomplètes, des silences calculés. Rien ne devait rester. Aucune trace, aucun indice, aucun souvenir. Car ce que le masque avait commencé, l'histoire l'acheva. Pas de deuil. Pas de cérémonie à la cour. Pas de mot du roi. Aucune larme, officielle ou officieuse. Même ceux qui l'avaient croisé ne mentionnèrent sa fin que du bout des lèvres, comme s'il n'avait jamais existé. Et peut-être est-ce cela, le plus grand scandale de son histoire. Qu'il soit mort sans témoin. Que personne n'ait été là pour dire. C'était un homme. Il a souffert. Il méritait mieux. Le monde avait tourné sans lui pendant des années. Et il tourna encore sans s'arrêter après sa mort. Comme si sa disparition n'était qu'un détail logistique, une ligne à cocher dans un registre de prison. Mais dans ce silence glacé, une vérité subsiste. Ce n'est pas la mort qui efface un être. C'est l'indifférence. Et l'homme au masque de fer, cet enfant devenu mythe, fut effacé de son vivant et oublié dans sa mort. Le masque est resté. L'homme, lui, a disparu. Mais parfois, ce que l'on laisse derrière en dit plus que ce que l'on a vécu. Le masque de fer, devenu objet de fascination, de spéculation, de mythe, a traversé les siècles. Il orne les couvertures de livres, les affiches de films, les pages d'histoire. On en a fait une légende. Un mystère à résoudre. Un jeu intellectuel. Mais derrière le mythe, il y avait un enfant. Un être humain.
Quelqu'un qui n'avait rien fait, mais dont l'existence dérangeait. Un être effacé non pour ses actes, mais pour ce qu'il représentait. Une possibilité. Un sang. Un secret. Et c'est là que réside l'horreur véritable. Pas dans le faire, mais dans la décision de nier une vie. Pendant longtemps, on s'est contenté de l'histoire sans la personne. De la figure sans le visage. Du masque sans la chair. Mais aujourd'hui, il est temps de réhabiliter son humanité. De regarder au-delà du silence imposé, au-delà de la légende dorée, et de voir l'enfant qu'on a enfermé, bâillonné et oublié. De dire enfin, il avait un cœur, des pensées, des peurs. Il était un être vivant, complet. Il méritait mieux. Son histoire résonne étrangement avec les ombres de notre temps. Car les prisons secrètes existent encore. Les détentions arbitraires aussi. Combien d'êtres humains sont aujourd'hui effacés, enfermés, réduits à des numéros, des dossiers confidentiels? Combien vivent dans des limbes administratifs, privés d'identité, privés de voix? Le masque de fer n'est plus en usage. Mais les systèmes qui l'ont forgé, eux, subsistent. Son héritage n'est pas un mystère romantique. C'est un avertissement. Lorsque le pouvoir devient si absolu qu'il peut faire disparaître une personne entière sans procès, sans trace, sans remords, alors ce pouvoir devient le véritable danger. Et l'homme au masque de fer, dans son silence éternel, continue de nous murmurer cette vérité. Ne regardez pas le métal. Regardez ce qu'il a caché. Le masque de fer a peut-être été retiré. Mais ce qu'il symbolisait, nous le portons encore. Aujourd'hui, on ne forge plus de masques pour étouffer les visages. Mais nous utilisons d'autres outils. La prison, la pauvreté, le silence. Nous continuons de masquer ceux qui dérangent, ceux qui bouleversent nos récits confortables, ceux qui mettent à nu nos injustices. Des enfants sont toujours incarcérés sans procès, dans des centres de détention loin des regards. Des hommes et des femmes sont enfermés pour des idées, pour des origines, pour des vérités trop gênantes. Et les États modernes, comme les monarchies d'hier, savent toujours effacer sans bruit. La censure ne crie pas. Elle chuchote dans les couloirs du pouvoir. Elle rature un nom dans un registre. Elle nie une existence dans un rapport. Elle transforme un être humain en un simple cas, un numéro, un dommage collatéral. Le masque vit encore dans chaque vie qu'on choisit de ne pas voir. Dans chaque visage qu'on détourne. Dans chaque voix qu'on étouffe. Et tant que chaque enfant silencé, chaque prisonnier sans nom, chaque histoire enterrée ne sera pas révélée, le masque survivra. Alors, que faire? Il faut regarder en face. Nommer les invisibles. Porteurs la mémoire des oubliés. Réclamer justice là où l'on nous offre l'oubli. Il faut arracher les masques, non pas pour humilier, mais pour rendre visage à ceux qu'on a défigurés par l'indifférence. Redonner leur humanité à ceux qu'on a niés. Et surtout, ne plus jamais croire que le silence protège. Il protège seulement le pouvoir. Jamais la vérité. Le garçon au masque de fer est mort il y a plus de 3 siècles. Mais à travers lui, c'est un cri qui nous parvient encore aujourd'hui. Ne laissez personne devenir un mythe. Faites de chaque vie une mémoire. Car ce n'est qu'en donnant un nom, une voix, un visage à ceux qu'on a tenté d'effacer, que nous pourrons enfin retirer le dernier masque, celui que l'histoire porte pour ne pas voir sa propre cruauté.